chers invités, les amoureux de la littérature et de la philosophie, bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce beau lieu qui nous accueille ici à l'IFT. Nous sommes ici donc autour de Mohamed Saleh Haroun. Nous connaissons Mohamed Saleh Haroun comme le cinéaste, celui qui a porté très haut le flambeau de notre pays en matière de cinéma. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de cinéma aujourd'hui, c'est pour parler de littérature. Nous allons donc avoir 3 grands moments à cette rencontre de ce soir. Je suis sûr que il y a beaucoup qui ont déjà lu le livre et il y aura beaucoup de questions, donc nous allons beaucoup en débattre. La première phase, je l'appelle une phase critique où nous allons donner la parole à 3 personnes. Il s'agit de Anour Oumar Afandi, qui va nous donner un aperçu global sur l'auteur et l'œuvre. Cette première phase critique s'enchaîne avec Al-Ramadji John, qui va nous donner une analyse générale de l'œuvre et va donc se terminer par Hassan Setibai Sou, qui va nous donner la portée philosophique de l'œuvre. Le deuxième temps sera accordé à l'auteur, donc Mohamed Saleh Haroun, pour dire ce qu'il pense. Et la dernière phase, ce sera donc vos questions à vous, pour le public. Nous commençons directement par M. Anour Oumar Afandi. Nous lui donnons donc la parole pour son aperçu global sur l'auteur et l'œuvre. Merci. Merci et bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'on peut dire de Mohamed Saleh Haroun? Donc, Mohamed Saleh Haroun est un journaliste, cinéaste, réalisateur de 7 longs métrages, écrivain, auteur de 2 romans, Djibril ou les ombres portées, le premier, et le deuxième, Le cul reptile, qui est édité à la maison Gallimard en janvier dernier, et donc dans la collection Continent Noir. C'est un roman de 226 pages, écrit en 16 chapitres, dans lequel on trouve un style narratif très captivant, mais alors très captivant. Le cul reptile est un roman inspiré d'une histoire vraie, une histoire d'un jeune Eric Moussambani, un jeune nageur équato-guinéen, dont l'exploit a flirté avec le ridicule aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. L'auteur soulève ici donc le voile sur les questions actuelles de nos sociétés africaines, de manière circonscrite, mais pas seulement. Parce qu'on peut transposer ces récits dans d'autres contextes où les hommes ont des questions existentielles et on pourrait trouver des rapprochements. Donc Mohamed Saleh Haroun nous invite dans ce roman à une introspection sur nous-mêmes et notre intime conviction. Mais également, il toise la perception du pouvoir, les extravagances politiques, les injustices sociales et surtout le mensonge. Oui, les mensonges. Cette voûte céleste, cette architecture pyramidale sous laquelle vivent les habitants de Tordona. Tordona est le point central de l'aventure de Burma, le personnage central de ce roman, qui est un jeune comme un autre, comme vous. C'est un jeune qui se cherche et qui cherche à se frayer son chemin dans ces labyrinthes de mensonges, faits de mensonges et de toutes formes de fourberie. Et donc il veut se sortir de ces affres du quotidien, ces quotidiens qui a fini par avoir raison de la plupart des habitants de Tarodona. Alors, c'est que reptile. Dès les premières pages, on peut lire, par exemple, à la page 9 à 10, on peut lire ceci. Ces oisifs qui ne voulaient rien foutre au pays, des feignants qui passaient la journée à même les sols, sur les nattes, à jouer aux dames ou aux ramis, immobiles tels des montagnes, ils ruminent la noix de cola, sirotant à longueur de journée des litres de thé accompagnés de pain sec. Ils ne bougeaient leurs fesses qu'en fonction de la rotation du soleil, disputant l'ombre aux chiens et aux margouillas. On est là dans la description des reptiles. Mais progressivement, quand nous avançons dans notre lecture, nous découvrons également les différents personnages de ce roman. Il y a M. Rigobert, président de la Fédération nationale de natation, dont le seul et unique athlète est Burma. Il organise une rencontre avec Remadji, la communicante de la Fédération, pour une prise de contact, mais également pour travailler sur la nouvelle identité des Burma. Et alors,
Remadi va dire à Bourma, à la page 65, « Je vais faire de toi un nouveau personnage. Tu n'es pas né au pays, mais à l'étranger, au Maroc par exemple. On dira que ton père a travaillé à l'ambassade du pays à Rabat. C'est là-bas que tu as appris la natation. » Et comme c'est une conversation, Bourma va rétorquer, « Mais vous racontez n'importe quoi, proteste-t-il. Mais ce n'est pas du tout la vérité. La vérité n'a rien à voir là-dedans. Fais-moi confiance et tout ira bien, lui dit-elle, nullement déstabilisée. L'important, ce n'est pas la vérité, mais la crédibilité de la légende qu'on va créer. Pour les premiers nageurs du pays, il faut inventer quelque chose qui déchire, du lourd, frangin. Tu comprends? On est donc dans le mensonge. Alors, ce qui continue dans la péripétie de Bourma, c'est qu'il y a un moment où la grand-mère de Bourma va désavouer sa foi. Des musulmanes, elle va redevenir animiste avant de casser sa pipe. Tandis que Bourma lui-même, sa foi vacille au gré des circonstances et des pressions qu'il subit. Tantôt musulman, tantôt fétichiste. On est en plein dans la dualité entre la mauvaise foi et la bonne foi des hommes dans leur rapport intime avec Dieu. Alors ce qui m'a plu le plus, c'est que c'est la place accordée au savoir, à la lecture, au livre. C'est dans une conversation entre Bourma et son père qu'il entend une phrase tirée de l'œuvre de Camus. Alors Bourma sera surpris, mais cette phrase va faire tilt dans sa tête. Son père lui dit, en citant Camus, « Le propre de l'homme est de ne pas servir les mensonges. » Alors Bourma tentera de s'affranchir de cette chape de mensonges pour être lui-même, parce qu'il parviendra à dire non. Non est difficile à dire, et non affirme notre personnalité. Donc non, Bourma dira non, mais parviendra-t-il à s'affranchir? À quel prix? Ne comptez pas sur moi pour vous donner l'épilogue, donc je vous invite plutôt à vous plonger dans la lecture de cette œuvre. Merci. Voilà, sans transition, nous accordons la parole à Ala Ramadi John pour son analyse générale donc, de l'œuvre. Alors, Les Cultes Reptiles, c'est quoi? C'est un roman qui est écrit dans un style engagé, évoque la vie de Kabo Bourma à travers son vécu à Torodona. La révolte des Torodonais qu'il a initiée est matée dans le sang. Le déguerpissement du quartier Torodona pour châtier ses habitants à cause de leur insoumission à l'autorité. Sa participation moins glorieuse aux Jeux olympiques de Sydney. Son retour au pays où il est abandonné par les responsables de la Fédération de la natation et du ministère des Sports à cause de son comportement belliqueux. Déçu, il finit par refuser de chercher du boulot pour ne pas être exploité par quiconque. Ainsi, à la page 220, il dit ceci: plus question de vendre mes forces à un patron. Je ne veux plus être esclave du salariat. Il s'occupe des travaux domestiques pour permettre à sa femme de travailler et rejoindre les cultes reptiles avec lesquels il passe des moments agréables. Mécontents, eux qui sont confrontés aux problèmes d'eau potable, d'électricité, au manque de caniveaux, en proie au concert permanent des moustiques et à un paludisme qui sévit à tout temps, ils décident une fois de plus de se faire entendre en descendant dans les rues pour manifester leur colère. Une fois de plus, la garde présidentielle est au rendez-vous. Elle les mitraille. On dénombre 12 morts et 23 blessés. À la page 22, vaincus et acculés, Bourma et ses acolytes en furent réduits à des rêves sans lendemain. Suite à cette révolte, à la page 22, le gouvernement déclara que Torodona est un quartier subversif, un repère des terroristes. Comme tel, il fut inscrit sur la liste rouge des ennemis de la nation. Le couvre-feu est alors instauré à Torodona.
les militaires armés jusqu'aux dents patrouillent régulièrement, tabassent et arrêtent les paisibles citoyens. Pour les faire souffrir davantage, à la page 20, le gouvernement les priva de tout. Désormais, plus d'eau, plus d'électricité. Démobilisés, anéantis, les gens de Torodona finirent par capituler. Malgré ces privations, les Torodonais ne fléchissent pas, ce qui a valu à tonton Adoum, ce militaire handicapé, sans pension, la mort, suite à son intervention critique sur les antennes de la radio. De même, Aziza, la vendeuse des beignets, pour avoir déclaré le jour de l'enterrement de la grand-mère de Bourma, mort suite à un manque de moyens pour soigner le paludisme, que si le jour où on verra ce vaccin contre le paludisme, les geckos auront des ailes. Aziza fut convoquée par les agents de service de sécurité. Elle reçut 100 coups de fouet et dut payer une amende pour être libérée. Que des bavures, des fausses promesses à l'approche des campagnes électorales. À la page 20, il est dit ceci: sous le soleil de son pays, le mensonge est consubstantiel à la politique. La canoïocratie gouvernée par le mensonge. À la page 20, à Torodona, tout le monde sait que les élections étaient traficotées et les dés pipés et les résultats connus d'avance. Dans ce pays, à la page 20, est écrit ceci: le gouvernement organise les élections juste histoire de faire croire à la communauté internationale que le pays était une démocratie. À travers l'œuvre, on voit le personnage principal, Bourma, l'initiateur de ces révoltes, confronté aux critiques sévères des autres Torodonais et de ses parents qui le traitent de moins que rien et l'accusent d'être la cause des malheurs des Torodonais. Incompris et rejeté par les siens, décide de prendre son destin en main. Il cherche le boulot partout et finit par le décrocher. Recruté comme nageur à 4 mois des Jeux olympiques de Sydney en Australie par la Fédération nationale de la natation, il doit s'y mettre pour permettre au pays d'avoir une visibilité à l'international, et ce, grâce aux retombées touristiques liées à sa participation. Le voilà embarqué dans une aventure sans issue certaine, sans conviction de remporter la moindre médaille. Bourma n'est pas dupe, il connaît la supercherie du pouvoir. À 14 jours de la compétition, il décide de ne pas participer à la compétition. Malgré les instances et les supplications des autorités sportives, il fait l'objet des menaces et finit par être emprisonné et sa fiancée arrêtée. Pour faciliter la libération de sa fiancée, chérie Zirega, il se décide à participer. Il voyage avec la délégation à Sydney. Là, sur place, il se rend compte qu'il ne peut se mesurer aux nageurs professionnels, bien préparés et mieux équipés que lui. Bourma ne veut pas participer à la compétition. Même au dernier jour de l'épreuve, il a failli être disqualifié et finit par y participer. Déçu par l'attitude irrespectueuse de Bourma et sa piètre prestation à ces Jeux, celui-ci n'est pas la bienvenue au sein de la Fédération de la natation et au ministère des Sports. Découragé par ce manque de considération à son égard, lui qui hier était à la une à Sydney, Bourma se retrouve rejeté par les siens. Il devient objet de la raillerie, du lynchage médiatique et se décide à ne plus travailler au compte de quelqu'un.
Il s'occupe des travaux domestiques en l'absence de sa femme, absorbée par le travail, et finit par intégrer le groupe des cultes reptiles. À la page 226 à 227, il est mentionné ceci. De braves gars, c'est une allusion ici au culte reptile, de braves gars, exclus d'un système politique inique, se nourrissent de grandes aspirations pour leur pays. En réalité, les cultes reptiles rêvent d'un grand changement, une révolution. Rien de moins, ils s'y préparent pour bâtir une société nouvelle basée sur la fraternité, la justice et la solidarité. Merci. Quelle est donc la portée philosophique de les cultes reptiles? Nous donnons la parole donc à Hassan Setiba Issou. Bonsoir tout le monde. C'est qu'à travers l'œuvre, il y a toujours une portée philosophique. Donc tout de suite, si nous lisons à la page par exemple 10, adeptes de la contemplation, ils reluquaient les passants et ne s'empêchaient pas à médire, étranges spectateurs de leur propre vie. Ils observaient le monde comme s'ils n'en faisaient pas partie. Alors cette attitude, nous la retrouvons chez les stoïciens par exemple, et surtout chez Épictète, qui dit que le monde est ordonné. Le monde est ordonné et que c'est que nous ne pouvons rien. Parce qu'il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc si bien que, par rapport à cet ordre du monde, c'est que l'homme ne peut pas changer son destin. Donc vous voyez, c'est que cette situation en fait de fatalisme qui fait que ils sont constamment là en train d'observer, alors que les existentialistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'homme est situé, il est toujours situé, et donc il doit en quelque sorte s'engager, changer sa condition. Or, qu'est-ce qui se passe? Nous remarquons que ces gens sont là constamment en train de parler des autres, alors qu'ils oublient le temps qui passe. Alors, en dehors de cette conception existentialiste, nous avons également le machiavélisme. Le machiavélisme politique, parce que à la page 20, il y a un passage qui dit « Il avait compris depuis fort longtemps que sous le soleil de son pays, le mensonge était consubstantiel à la politique. » Donc, qu'est-ce qu'il dit, Machiavel, par rapport à la politique? L'essentiel, ce n'est pas, en fait, de dire la vérité, mais l'essentiel, c'est d'utiliser les moyens qui peuvent permettre, justement, à gagner. Et donc, à régner, à conserver le pouvoir. Et donc, comme on voit, c'est que la plupart du temps, ces hommes politiques, au lieu d'aller droit au but, racontent n'importe quoi pourvu que ça passe. À la page 65, nous avons également la vérité n'a rien à voir là-dedans. L'important, ce n'est pas la vérité, mais la crédibilité de la gérante qu'on va créer. Page 65. Et là également, nous avons une attitude sophiste, parce que chez les sophistes, justement, ils vendent l'art, en quelque sorte, de la parole, l'art de convaincre sans avoir raison. Donc c'est ce que, le plus souvent, les gens utilisent en politique. C'est pas la vérité comme telle, mais c'est l'essentiel, c'est d'arriver à leur fin. Alors finalement, il y a, à la page 75, nous allons lire ça. Finalement, tu m'inities à l'art de parler pour ne rien dire. Donc vous voyez, c'est que le plus souvent, quand Remadi était avec Bourma, elle est en train de lui dire certaines choses. Et lui, il rétorque en disant que finalement, c'est qu'elle apprend la sophistique, l'art de ne pas dire la vérité. Et à la page 32, nous avons un rapprochement de la question de la foi et de la raison, n'est-ce pas? Et nous savons que la foi et la raison ont toujours eu des rapports assez complexes, parce que l'attitude de la grand-mère, par exemple, de Bourma, à la page 32, elle convoqua toute sa famille et la supplia de ne pas prier pour elle. Elle ne pas prier pour elle. Tout compte fait, elle ne se reconnaissait plus en Dieu. Déçue, elle désirait partir animiste comme ses ancêtres. Alors nous voyons que la question de la foi est une question fondamentale et très importante, parce que le plus souvent, quand on est en face d'une situation, cette situation de révolte peut nous permettre également soit d'approfondir notre foi, soit de régner carrément. Et la question qu'on se pose ici, c'est que nous ne comprenons pas qu'à chaque instant, quand on est face à une situation donnée, soit nous faisons une espèce de liaison entre l'animisme et la foi, parce que nous remarquons à travers l'œuvre que Bourma même était musulman. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Il associe l'islam à certaines pratiques qui sont animistes,
il a son gris-gris, il embrasse d'abord son gris-gris, et ensuite il prend son gris-gris, il le tourne autour de la tête. Tout ça, en fait, pour pouvoir, justement, gagner. Alors, ça nous amène à poser la question de savoir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, face à une situation donnée, nous avons cette tendance à vouloir le plus souvent associer Dieu à des pratiques qui sont animistes? Alors, donc, on se pose la question de savoir, est-ce que réellement, finalement, la religion, est-ce que c'est une illusion? Ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe exactement? Tout à l'heure, l'auteur va essayer de nous donner la question. Et ensuite, surtout vers la fin, à la page 224, nous avons le retour de Bourma. Après toutes ces péripéties, il revient à la case départ. Parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est le châtiment décisif? Parce que, finalement, toute cette péripétie qui l'amène à Sydney pour représenter une nation, et à la fin, il revient à la case départ. Il revient rejoindre les cures reptiles. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que le monde, c'est pas un perpétuel recommencement? Justement, est-ce que cette situation qui nous a permis de sortir de notre situation, et finalement, on revient à la case départ, on devient encore cure reptile, alors la question se pose alors. Donc, est-ce que la tâche est toujours à recommencer? Voilà, en fait, d'une manière ramassée, les parties philosophiques de l'œuvre. Voilà donc la phase critique s'achève ainsi. Monsieur Mamassale Haroun, les analystes, parfois, ils déchiquettent l'œuvre, ils vont même au-delà de ce que vous avez dit. Parfois, ils vous font dire ce que vous n'avez pas dit. Donc, nous vous accordons aussi la parole pour dire quelque chose. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, en fait. Il faut accepter qu'une œuvre, à un moment donné, soit l'objet d'interprétations diverses et variées. C'est ça, en fait. La liberté de créer, mais aussi en face la liberté, en fait, de trouver des choses auxquelles on n'a pas pensé parce qu'il y a de l'inconscient parfois dans ce qu'on écrit. Mais ce qui est certain, c'est que en écoutant les uns et les autres, j'avais l'impression d'être en terrain connu, que c'est quelque chose que tout le monde, à peu près dans cette salle, sait que c'est notre quotidien, quoi. Voilà. Et par l'écrit, ça prend une proportion encore plus tragique, en fait. Quand je vous entendais le dire, je me disais, c'est pas possible que tout cela se passe quelque part. Et donc, voilà, je vais rebondir un peu sur la question de la croyance et tout, et rappeler une chose toute simple, qu'en français, le verbe croire, dans le mot croire, il y a la notion du doute, déjà. Quand vous dites « je crois que mon père est dans la chambre », c'est que vous n'êtes pas sûr qu'il est dans la chambre. Donc croire en Dieu dit en creux que vous doutez de l'existence de Dieu. Le verbe croire n'est pas un verbe donc qui est juste une affirmation absolue d'une vérité. Je crois que mon fils est sorti. En fait, donc, en français, quand on dit « je crois que », c'est l'idée que je ne suis pas certain. Donc, trouvez autre chose, d'autres langues pour dire vos croyances, pour ceux qui croient. Mais l'idée de croire en français, elle est soumise à l'idée du doute. Et moi, je crois, pour avoir accompagné des gens jusqu'au seuil de la mort, en fait, arrive un moment où les gens doutent. Et la différence entre l'homme et l'animal, c'est cette capacité à douter de sa propre croyance. Ceux qui ne doutent pas sont des moutons. Mais l'idée est que quand vous doutez, on vous dit que si vous doutez, c'est que c'est pas normal, vous sortez déjà de la croyance. En fait, non. Tout être doué de raison doit douter. Si vous êtes dans cette salle et que vous ne doutez pas, moi, je peux me permettre de vous traiter d'animal, quelque part. C'est-à-dire que c'est une question intime. C'est une question intime. Il ne s'agit pas d'aller dire à mon marabout ou à mon prêtre que je doute de l'existence de Dieu. Mais qu'à un moment donné, je peux douter. C'est philosophique, en fait. Donc ceux qui pensent que non, ils suivent tout simplement. Mais quand on suit, on n'a pas de réflexion. Si on ne suit pas, on a une propre réflexion qui nous permet de nous poser des questions et de faire de l'introspection, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Or, cette question des cures reptiles, alors je rappelle que c'est librement inspiré de cette histoire. Hein. Ce bonhomme, il n'a pas connu une Hans belge, il n'a pas une femme qui s'appelle Zirega. En fait, c'est librement inspiré de l'histoire de Eric Moussambani,
Et donc j'ai écrit ça en toute liberté, j'ai juste lu un article et après je me suis mis à écrire cette histoire-là. Donc voilà, et les culs reptiles, c'est tous ces gens, toutes ces personnes en fait qui espèrent quelque chose, qui attendent. Je crois l'avoir dit dans Djibril ou les ombres portées que le verbe le plus conjugué au Tchad, c'est le verbe attendre. Ah, j'attends mon père qui doit venir. Ah, j'attends le directeur, j'attends le médecin. Oui, j'attends mon salaire qui doit être viré. Oui, j'attends. En fait, on attend en permanence. Amusez-vous à compter le nombre de fois où vous dites « j'attends le coup de fil de j'attends, j'attends ». En fait, c'est une société qui attend. On est des gens en attente. C'est terrible. Si vous y réfléchissez, c'est terrible. D'où, en fait, notre capacité à nous asseoir et à accepter des retards de 20, de 40, de 50 minutes, parce qu'on a été élevé à l'idée d'attendre, en fait. D'où cette possibilité aussi que chez une telle population, la croyance toute bête que Dieu existe, qu'il va faire tomber des trucs, cette idée-là, elle est prospère, elle est très prospère. Mais tout ça s'explique parce que nous avons une attitude collective qui relève d'une espèce de fatalisme. En fait, tu l'as dit. Et dans ce fatalisme-là, on attend. Et les culs reptiles, c'est pas seulement les gens qui n'ont pas d'emploi. En réalité, les culs reptiles, j'y mets aussi cette catégorie de gens qui ont un emploi, mais qui n'ont pas de bureau. Et vous en connaissez. Ils viennent là, ils font un tour, on attend un décret, on n'a pas ceci, mais on n'a pas de boulot. À la fonction publique, c'est truffé de gens qui viennent mais qui n'ont pas d'endroit pour se poser. D'où la réalité, c'est que la fonction publique n'a plus de place pour vous. Mais personne ne vous le dira, il n'y a plus de place. On ne peut pas embaucher des gens pour venir s'asseoir, gagner un salaire. Moralement, moi, ça me poserait des questions. Il y a plein de gens qui n'ont pas de bureau, qui n'ont rien, mais qui acceptent de prendre quand même la carcasse du mouton est là, donc je prends un bout, est-ce que je m'en fous et tout. C'est ça qui... Mais si cette espèce de changement, s'il y a ces désirs-là de faire quelque chose, il faut qu'on bouge. Sinon, le statut de cul reptile ne nous aiderait pas, quoi. Moi, c'est un peu ça, c'est comme ça que j'ai voulu un peu écrire ce roman-là, une sorte d'interpellation et une sorte de choc aussi, parce que collectivement, on avale beaucoup de couleuvres, quoi. C'est jusqu'à l'indigestion. Et il faut bien que la littérature, en fait, se fasse l'écho de toute cette frustration et de tout ce ressentiment. D'autant plus qu'il y a une chose, j'utilise ce mot ressentiment, et le fait est que quand on est frustré, quand on ne sait pas comment l'exprimer, quand on est dans le ressentiment, quand on est dans l'amertume, en fait, on devient improductif, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'horizon. On est tellement contre ce qu'il y a qu'on ne positive absolument pas. Donc, en fait, on devient improductif. Le système, notre propre système, fait de nous des gens incapables d'aller vers l'excellence. C'est terrible, hein? Donc, il faut se rendre compte qu'il ne faut pas se lester par la haine des autres, par l'amertume, par le ressentiment, mais trouver, en fait, des points de lumière en se disant, moi, je voudrais devenir X. Parce que Eto'o était le meilleur joueur, je voudrais devenir Eto'o. Et ça vous permet d'oublier, en fait, toutes les bassesses, toutes les mesquineries, toutes les injustices pour vous projeter dans quelque chose. Mais si on est commentateur seulement de ce qui se passe et qui est inacceptable, en fait, on ne bouge pas. On ne produit pas quelque chose d'excellent. Donc, il faut sortir du statut du cul reptile. Il faut juste peut-être arrêter de se mettre le matin sur une chaise, les chaussures cirées, et puis regarder le peuple qui passe. Je trouve que si vous arrêtez ça, déjà, vous faites beaucoup de choses. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir aussi laisser le public qui est présent et qui est aussi lecteur. Et il y a beaucoup d'analystes aussi au milieu de vous. Vous aurez certainement des questions. Mais avant d'arriver à vous, Monsieur Anour a une question. Moi aussi, j'en ai une. Et puis, le reste, on vous balance le micro. Voilà, merci. Moi, j'ai lu Mohamed Saleh Haroun avec beaucoup de plaisir.
Et j'ai rarement lu des œuvres tchadiennes, je vais faire des jaloux, mais c'est sûr que j'ai rarement lu des œuvres tchadiennes avec une telle plume. Je voudrais juste demander à Mohamed Saleh Haroun, qui est cinéaste, après avoir été journaliste, de toujours donner dans la plume, mais pourquoi vous avez choisi plutôt de commencer par le cinéma alors que vous avez une belle plume pour écrire? Ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet, est-ce que vous allez persister dans l'écriture parce que vous y êtes bien à l'aise? Puisque vous touchez aussi à ma question, permettez que je la combine une fois. Alors, pour moi, c'est une sorte de surprise parce que beaucoup d'alarmistes ont prédit la disparition de la littérature au profit du cinéma. Alors, monsieur Mohamed Saleh Haroun fait le sens inverse. Il vient du cinéma à la littérature. Voilà comment je suis surpris. Moi, c'est le côté humour. Qu'est-ce qui vous inspire? Vous êtes inspiré à partir de quoi? Parce que quand on lit l'œuvre, certains passages là, c'est vraiment très humoristique, quoi. D'où ce que ça arrive, tout ça. Oui. J'ai essayé, oui, de prendre en fait un peu. Je vais commencer par la dernière question. J'ai essayé de mettre un peu de l'ironie, en fait, et l'humour, c'est cette capacité de prendre de la distance par rapport en fait à la tragédie elle-même qui est en cours. Donc, je m'étais dit qu'il fallait mettre de l'ironie pour permettre cette distance-là et puis voir ça en fait avec une espèce de distance qui permet en même temps la réflexion parce que, comme vous l'avez vu, au-delà d'être un roman un peu d'humour, il y a quand même une portée philosophique parce que c'est quelqu'un qui réfléchit aussi à son destin, sur le sens de sa vie et tout ça. Donc j'ai voulu un peu mixer tout cela, quoi. Voilà. Et l'humour est un bon comprimé, en fait, pour essayer d'apporter quelque chose aux patients, et c'est ce que j'ai tenté humblement de faire. Alors, la valeur refuge de la littérature, elle est évidente, hein. Moi, j'ai été, pendant le confinement, j'étais en France, et je peux vous dire que on ne se réfugiait pas dans le cinéma, c'est pas regarder des DVD ou quelque chose qui pouvait en fait nous rassurer. Ce qui était rassurant, c'est les livres. C'est-à-dire que je pouvais garder mon livre comme un compagnon, parce qu'un livre, c'est ça, c'est un compagnon. Un film, c'est une cassette. Jamais personne ne se balade avec une... pourquoi pas? Mais enfin, généralement, on voit des gens avec des livres. Donc, il y a tout le monde, et il y a eu une... les gens ont beaucoup lu pendant le confinement en France parce que tout simplement on y trouvait du sens en fait et de la réflexion. Il y a une portée beaucoup plus grande et qu'un livre en fait c'est quelque chose qu'on peut garder à côté de soi. On n'a pas besoin d'un appareil pour le glisser, d'électricité dans un pays où il n'y en a pas par exemple. Vous prenez votre livre et puis vous ouvrez une page et vous relisez quelque chose et ça vous fait du bien et vous reposez le livre. Donc ça, il n'y a que le livre qui peut faire ça en fait. Une voix qu'on entend et tout. Donc c'est très très important. Et d'où l'idée qu'il faut lire. Il faut rappeler en permanence que les gens devraient lire. Ça les aiderait en fait dans leur propre vie intime et tout ça. La question maintenant de Anour est oui, est-ce que je reviendrai à la littérature? Bien entendu, je reviendrai à la littérature parce que tout simplement il y a là de la poésie. Et que je peux travailler sur les répétitions des mots, sur les sonorités, sur les allitérations, sur les assonances, ce que je peux faire, parce que la poésie ne peut pas se faire, en tout cas en cinéma. On peut avoir un film poétique, mais on ne fait pas de la poésie, en fait. La poésie, elle est proprement littéraire, en fait. Et donc, je reviendrai là, parce qu'elle me permet... de bousculer en plus de ça en fait la langue, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, qui est jouissif en fait dans la construction. Je pense que la grammaire peut-être cinématographique est parfois un peu plus pauvre que la grammaire en fait littéraire, quoi, où on peut sans verbe construire une phrase où les gens comprennent très bien et elle tient la route. C'est ça que j'aime bien moi, c'est ces musicalités là et la littérature me le permet. Nous allons donc accorder le micro au public. Nous ne prendrons pas plus de 3 questions à la fois. 3 questions, l'auteur répond et nous allons continuer par la série. J'espère seulement que ceux qui vont poser des questions ont lu le livre, sans quoi en fait
je ne réponds pas aux gens qui n'ont pas lu le livre. Parce que voilà, c'est quand même, faut que les choses soient claires. Je suis Sosten Bernoudi, j'ai lu le livre. Le personnage de Bourma m'a tellement fasciné. Monsieur Marcel Haroun, pourquoi une lueur d'espoir sur le personnage Bourma puis tout ça éclipsé? Merci. Ladjal Calixte. Je suis le directeur de l'édition de l'Agence tchadienne de presse et d'édition à l'ATPE. Je me retrouve dans ce livre, hein. C'est formidable. Mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je voulais féliciter Haroun. Je le félicite pour tout ce qu'il fait pour la culture tchadienne, sur le plan cinématographique et maintenant sur le plan livresque. Le secteur culturel est en train de sauver l'image du Tchad. Je voudrais savoir, demander, n'est-ce pas, à Haroun, après ce livre, est-ce qu'il a un autre projet? Parce qu'on va beaucoup le solliciter. Pas seulement à travers le film, mais je crois que c'est aussi le talent d'un écrivain. Merci, je suis Ababa Kolsou Emmanuel. J'ai lu le livre durant les 3 dernières nuits. Je l'ai pratiquement épuisé. J'ai même fait un travail critique dessus. Ma question de savoir, il y a le syncrétisme religieux. Est-ce que ce syncrétisme religieux dénote de la défaillance, sinon le fatalisme de Bourma, ou bien c'est vraiment la défaillance de la religion? Merci. Oui, je vais commencer par les dernières questions. Et pour ce qui est du syncrétisme tel que vous le parlez, je ne sais pas si c'est la défaillance de la religion, mais je pense qu'on est des négros musulmans ou des négros chrétiens, en ce sens qu'on n'a jamais perdu ce qui nous lie en fait à notre identité première. Donc c'est juste ça, et on essaie, je pense, les uns et les autres, de vivre avec ça. Vous le voyez, dès qu'il y a un Nigérian qui arrive ici, qui dit qu'il va ouvrir les yeux, tout le monde, chrétien, musulman, tout le monde y va, c'est fini. Donc c'est au quotidien que ça se passe. Et vous vous souvenez tous, en fait, aussi de cette histoire de voleur de sexe. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire à des histoires, mais incroyables. On nous dit, en fait, pourquoi on est obsédés, nous autres hommes africains ou tchadiens, par notre sexe? Qu'un jour, on risque de nous le piquer. Et ça a été la phobie absolue. Ça revient chaque année. Et ça revient chaque année, mais c'est d'une stupidité, en fait. À un moment donné, essayons de raisonner. Et donc, c'est ce syncrétisme-là qui permet des croyances qui, en fait, font de nous des moutons parce qu'on se suit. Vous savez, les moutons, un mouton, s'il voit une voiture, et si le premier rentre et il est écrasé, le deuxième, il suit. Ils n'ont pas de... C'est comme ça, hein. C'est vrai, essayez, faites-le, vous allez voir, hein. Ils n'ont pas de recul et ils ne s'arrêtent pas. Le premier a fait, je ferme les yeux, je fais comme le... voilà, et on y va. Donc, voilà, de grâce, quoi. Enfin, je me dis, si vous faites café philo toutes les semaines par là, vous êtes quand même doué d'une certaine capacité de réflexion et il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de croire à ces petites choses-là. Pour répondre à Ladjal Calix, oui. Est-ce que j'ai un autre projet? Bien sûr. En fait, quand on se considère tout simplement comme un humble artisan, c'est-à-dire un cordonnier ou quelqu'un qui fabrique un peu les marmites, vous savez, on en fait toujours, on ne s'arrête pas. Donc il y a toujours un projet quelque part. Et enfin, je termine avec la question qui était en premier. La lueur de Bourma. En fait, il y a une lueur. Et je fais appel au philosophe qui nous a parlé tout à l'heure, en fait, de Sisyphe et que la vie est un éternel recommencement. Il faut peut-être la penser comme ça. Et pour moi, il y a une transformation de Bourma parce que son regard sur les culs-reptiles change. Avant, il avait des préjugés. Et finalement, il se rend compte que ces gens-là, en fait, pensent que ce système-là va disparaître un jour ou l'autre. Ils y croient parce qu'ils se disent que ça ne peut pas tenir.
D'où ces phrases que vous trouvez en ville, vous tombez sur des gens, ils vont te dire « Yomaye di football ». C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que ça va se terminer un jour. Faites le beau, c'est juste une pièce de théâtre. Un jour ou l'autre, ça va se terminer. Donc il y a des gens qui croient et ils découvrent ça et il devient en fait cuisinier et pour moi symboliquement quelqu'un qui nourrit, en fait, comme un agriculteur qui nourrit, c'est quelque chose d'assez puissant et c'est une transformation. Et s'il revient à la case départ, ça veut dire que, en fait, muni de cette expérience-là, il ne refera peut-être plus les mêmes bêtises. C'est aussi ça, en fait, la lueur d'espoir pour moi. Donc, il y en a une, fatalement. Voilà, donc pour relancer la seconde série, j'ai aussi une question. Nous allons les enchaîner. Le mot Lingui apparaît 2 fois, si ma mémoire est encore bonne, dans le roman. Ce mot-là est aussi le titre de un de vos films. Voilà. Ma question, c'est donc, au moment où le Tchad cherche tant bien que mal à réunir ses fils et filles qui ne s'entendent pas autour d'un dialogue formel organisé tambour battant et qui coûterait cher à l'État, vous rappelez le Lingui, ce lien lointain qui pouvait réunir des communautés de façon informelle, sans argent. Et donc, quelle est cette philosophie que vous attachez à ce Lingui? Oui, le Lingui est un précepte, en fait, oui, du vivre ensemble. On devrait, en fait, peut-être faire appel à cela pour essayer de trouver des solutions. Le problème, c'est que si on arrive à cette situation d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des causes, en fait. Il y a eu d'autres séquences, des étapes, et je regrette que, sur le plan de la pensée, en fait, que je ne vois aucune parole, en fait, autorisée, digne de ce nom, nommer clairement les choses. Et comme dit Albert Camus, mal nommer les choses, c'est en fait rajouter au malheur du monde. C'est-à-dire que si ces murs-là n'est pas blanc et que vous dites qu'il est blanc, en fait, vous rajoutez au malheur de la société. Et il est étonnant de voir que personne ne dit qu'il faut résoudre les causes du mal vivre ensemble, et tout le monde se prend pour un prophète, fait le tour des quartiers, des villes pour dire on est frères, il faut arrêter et tout. Mais vous savez, il y a Dieu. La plupart des Tchadiens sont croyants. Ils ont la parole de Dieu dans la tête. Ça ne les a pas empêchés de s'entretuer. Donc vous qui vous levez pour aller dire aux gens il faut arrêter, aimez-vous les uns les autres, vous croyez que ça va marcher. Parce que c'est plus fort que la parole de Dieu. Si le vivre ensemble est mis à mal, c'est parce qu'il y a une origine. En fait, quand vous êtes malade, on ne vous dit pas que Dieu vous guérisse, peut-être, mais sinon, on essaye de trouver l'origine de cette maladie et on essaye de la soigner. Donc, aucun esprit doué de réflexion dans ce pays n'a fait une sortie pour dire, en fait, il faut arrêter tous ces discours de perroquets à répéter la même chose pour dire, arrêtons-nous et essayons de résoudre les problèmes qui causent, qui entraînent cette conséquence-là. Donc voilà, maintenant j'espère que... Alors le dialogue politique, moi je n'ai aucune idée parce que je ne suis pas un homme politique, donc je ne sais pas comment ça se passe. J'ose espérer que en fait ce pays compte pour nous, que notre avenir en commun est le plus important. Et si c'est vraiment ce que pensent les uns et les autres, on devrait pouvoir en fait arriver à s'entendre, parce que dans la vie, il faut arriver en fait à être humble, c'est-à-dire que l'humilité est quelque chose d'important, et l'autre chose importante, c'est arriver à se faire violence. Se faire violence, ça veut dire écouter l'autre, et puis à un moment donné être tolérant. Et si on n'a pas cette capacité-là, c'est très très compliqué. Voilà. Donc je souhaite le meilleur. Et nous rêvons tous, en fait, de sourire et de rigoler entre nous et de vivre dans la paix et la dignité aussi, parce qu'on en a besoin. Hein? Bonsoir tout le monde.
Je suis Ahmad Adou Moussa. J'ai une question à poser à l'auteur. Dans votre livre, vous avez également parlé de solidarité. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le mot justice. Et je pense qu'il n'y aura jamais une justice sans vérité. Et c'est de cette vérité que tous les Tchadiens ont besoin. Cette vérité qui est évoquée dans ces livres que les Tchadiens ont besoin pour commencer une nouvelle base. Maintenant, ceci étant, permettez-moi de vous poser ma question. Dans le livre, vous avez dit, fait ressortir une phrase de Camus. Le propre de l'homme, c'est de ne pas servir les mensonges. Et si j'ai une bonne mémoire, je pense que vous étiez dans le gouvernement. Et il semblerait, j'utilise le conditionnel, que vous avez démissionné de plein gré, sans que vous subissiez une pression quelconque. Est-ce que ce n'est pas aussi pour servir les mensonges que vous avez démissionné? Et merci. Bonsoir à tous. Au micro, c'est Bichara Magneroti. Oui, j'ai eu à lire l'intégralité du livre. Ma question porte tout d'abord sur la page 5. Sur la page 5, vous dites quelque part que les cultes reptiles vivaient dans une éternité joyeuse et insouciante. Je me pose la question de savoir si les cultes reptiles vivent dans cette éternité joyeuse et insouciante par gré ou par obligation, puisque vous avez plus loin dit quelque part que avec l'exploitation de la manne pétrolière dans ces pays imaginaires, les autorités n'ont pas pu bien investir et bien exploiter, n'est-ce pas, les ressources, n'est-ce pas, de cette manne pétrolière. Est-ce que c'est la défaillance des autorités de l'État qui a impacté la condition de ces cultes reptiles, ou bien ce sont ces cultes reptiles qui ne veulent pas du tout travailler? Pour les cultes reptiles, ce sont des gens qui, à un moment donné, ne trouvent pas du travail. Il y en a beaucoup. Dans la presse, si vous lisez, il y a des associations de diplômés sans emploi, je sais pas, tous ces gens-là, en fait, on peut les considérer comme des cultes reptiles, en fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont un emploi, qui sont des fonctionnaires, mais qui n'ont pas de bureau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place. Et ceux-là, je les considère aussi comme des cultes reptiles. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui sont de gré ou de force placés quelque part, mais c'est à un moment, ils se retrouvent dans une espèce d'attitude et de statut d'observateur de ce qui se passe, parce qu'ils ne sont pas dans le mouvement de ce qui est fait. Sur le mensonge, ici, ma démission est liée à ça. En fait, comme tout est au conditionnel, mais ce qui est génial dans ce que vous aviez dit, monsieur, c'est que vous avez parlé... Vous aviez déclaré exactement, est-ce que j'ai démissionné de mon plein gré ou est-ce que, en fait, la démission, c'est fatalement de votre propre gré, à moins qu'on vous force par respect de démissionner parce que les textes ne peuvent pas vous exclure de fait, on ne peut pas vous renvoyer de votre poste. Donc, oui, j'ai démissionné parce que moi, je ne suis pas un homme politique et que, à un moment donné, certaines choses, en fait, ne me convenaient pas. Donc voilà, je suis plutôt un artiste et quand je dis je suis assez exigeant sur ça, c'est-à-dire que j'essaye de faire ce que je dis humblement. Je ne le dis pas à des millions, je dis à 2 personnes, mais j'essaye de faire en fait, de tenir compte de cela. En faisant cela, je ne fais absolument rien d'autre que respecter, vous savez, une éducation de base que mon grand-père et ma grand-mère m'ont donné et que mon père a poursuivi. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné, l'idée de la honte, elle est en permanence là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait honte parfois. C'est-à-dire que s'il y a absence de honte dans une société, il n'y a plus, comme le dit le philosophe, il y a un philosophe, Frédéric Gros, je l'ai déjà cité l'autre fois, qui a écrit un livre qui s'appelle « La honte est un sentiment révolutionnaire ». Et en fait, il prend ça de Karl Marx, qui dit que la honte est révolutionnaire. C'est-à-dire, avoir honte, c'est se retenir. Si à un moment donné, je me dis, je ne peux pas sortir tout nu comme un bébé,
l'idée de la honte ou de la gêne, mais plus que de la gêne, de la honte, c'est ça qui vous empêche de faire les choses. Et s'il y a absence de honte, alors on peut se permettre tout. Donc si vous n'avez pas honte, bien entendu que vous pouvez encaisser, faire les choses sans problème, parce que en fait, en cas d'absence de honte, il y a fatalement quelque part absence de morale. Donc voilà. Sortons d'ici en nous disant que la honte est une valeur. Souffrez un peu que je jette ma petite question pour terminer. Moi, en dépit des pleurs, de la souffrance, des vices qui sont des thèmes qui sous-tendent donc le roman, les cultes reptiles, l'amour au sens érotique et sensuel du terme donc survient de temps en temps pour détendre l'atmosphère. Le vocabulaire de l'amour est le plus complet, le plus réaliste et le plus libre possible. Quel rôle joue-t-il dans le roman, l'amour, et surtout dans la vie de votre personnage Bourma? C'est un moteur, en fait. C'est un moteur, et c'est Platon, je crois. Hein. C'est Platon qui dit que, en fait, le désir, c'est le désir qui fabrique l'intelligence. Et que donc, vivre de désir, c'est être intelligent, c'est parce que construire un monde pour atteindre quelque chose. Et je pense que ce désir qui se transforme, il y a du désir en lui, parce que c'est quelqu'un qui est en vie et qui veut vivre, en fait, et qui veut aller de l'avant. Malheureusement, il est dans un environnement qui, en fait, le bride et qui ne lui permet pas de s'accomplir tout à fait, quoi. Voilà. Mais à chaque fois, le sexe est une forme de moteur, comme ça, qui lui permet, en fait, d'avancer et de se dire aussi, peut-être qu'on l'aime pour ce qu'il est. Vous savez, c'est très, très important, parce que dans le livre, à un moment, il y a une phrase, quand Lily, je crois, ou Nana, sa copine, le largue, il dit, en fait, au pays, les choses sont claires, quand on aime, on paye. Donc, si on est aimé parce qu'on paye, il suffit que quelqu'un qui a une poche beaucoup plus pleine que la vôtre arrive, vous dégagez. Donc, tous les problèmes que je vois dans les petits téléfilms au Tchad, c'est toujours, oui, il est pauvre, il y a un riche qui arrive, qui lui pique sa femme. Donc, en fait, personne ne parle d'amour. Tout le monde parle du fait que, putain, j'ai pas d'argent, je peux pas avoir cette copine parce que j'ai pas d'argent. Donc, l'idée qu'il est aimé pour son de son nez ou par ses yeux est quelque chose de très, très important. Vous savez, il y a plein de malheureux qui payent pour avoir des femmes. Je me dis, mais c'est les pauvres. Nous, on drague les femmes sans argent et on les a. Je me dis, c'est ça la grandeur. Eh oui, il y en a plein qui payent. Honte à ceux qui payent pour avoir des femmes. C'est terrible, c'est terrible, c'est petit, c'est petit. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que c'est sur ces mots-là que nous allons nous arrêter ici. Tout en disant merci à Maman Saleh Haroun, merci à tous ceux qui ont lu le livre et qui ont intervenu. Merci à vous, public, qui nous avez donc suivis. Je crois que ce n'est pas la première fois. Les causeries vont continuer par se multiplier.